On vous passe la parole et au fur et à mesure, s'il y a des gens qui se joignent, ben, on va les ajouter. Ça vous va, ça? C'est parfait. Génial. Alors, je vous laisse. Parfait. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'on voit bien, Sylvie? Oui. Oui, je vais juste déplacer. Comme ça, je vous vois ici. Bon, mais c'est parfait. Mais bienvenue à notre atelier Optimiser sa réussite en FAD, en indispensable. Alors, on avait à peu près 10 personnes d'inscrites. On est seulement deux, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont se rajouter par la suite. Donc, je vais prendre le temps de nous présenter. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Sophane. On est une maison d'édition en OBNL qui œuvre depuis 30 ans. On fête notre 30e année cette année d'ailleurs dans la formation professionnelle, la formation générale aux adultes, dans la francisation et aussi dans le développement de formations sur mesure. Donc, on se spécialise beaucoup en technopédagogie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de belles nouveautés qu'on va vous présenter dans cette ressource-là. Et Sylvie et moi, ben, on est délégués pédagogiques à la SOFAD, moi depuis 5 ans et Sylvie depuis une vingtaine d'années qu'elle œuvre dans le milieu de l'édition. Donc, on va vous présenter l'atelier. Sylvie va commencer. Après ça, moi, je vais vous présenter l'indispensable pour réussir. On va garder quelques minutes pour aller sur le portail et ensuite, il y aura une période de questions. Donc, je ne sais pas si on garde, même si on est deux, je pense qu'on va garder la période de questions pour la fin. Ça va peut-être être plus facile de cette façon-là. Donc, ben, bon atelier. Je te laisse la parole, Sylvie. Oui, je vais continuer sur le titre ici. On est ravis, Wendy et moi, de participer. C'est comme un privilège. On participe on ferme la boucle, on participe au dernier atelier de votre calendrier REFAD. Donc, on est bien contents. L'objectif principal de cette présentation, c'est vraiment de mieux comprendre les défis spécifiques qui sont associés à la formation à distance. Parce que effectivement, il y a des défis très particuliers, uniques en formation à distance. Même si vous êtes au collégial, vous vivez aussi la même chose. Et on va, je dis bien, tenter d'identifier les facteurs qui peuvent influencer la réussite, parce qu'il y en a des réussites en FAD. Alors, on va prendre la deuxième diapo. Alors, voici la deuxième diapo. Mais je vais faire une petite parenthèse avant de poursuivre. Nous allons, Wendy et moi, utiliser l'acronyme FAD. Vous aurez compris que ça va être beaucoup plus rapide et je pense que vous savez ce que c'est la FAD. Alors ici, je vous demande de regarder attentivement, en silence, ces mots qui ont été déposés sur des post-it de couleur. Alors ces mots ne viennent pas uniquement de nos têtes, à Wendy et moi, ce sont des mots que nous avons entendus qui ont été partagés par les enseignants, par les conseillers pédagogiques et par aussi quelques apprenants quand on fait référence spontanément à la FAD. Vous avez peut-être des mots complètement différents dans votre cas quand vous pensez à la FAD. Si c'est le cas, puis que vous avez le goût de le partager, vous pouvez inscrire vos mots spontanés dans la zone de clavardage. On comprend que dans ces mots, il y a des mots qui ont une connotation positive et d'autres, malheureusement, ont une connotation négative. Mais ce qui est important, particulièrement en FAD, qu'on soit au secteur des jeunes ou au collégial, c'est de comprendre que derrière ce fameux écran, il y a une personne. Et qu'idéalement, on le fait en présence, on le fait aussi à distance, un accompagnement plus humain est une source très agréable pour tout le monde. Alors, évidemment, ça, on a tendance à l'oublier que derrière l'écran, il y a un humain. Alors ça, c'est quelque chose d'important. On peut passer à l'autre, Wendy. Alors, on va aussi regarder quels sont les principaux enjeux en FAD pour la réussite. Alors, on n'a pas placé les principaux enjeux en ordre chronologique, mais il reste que vous voyez que le premier, l'isolement et le manque d'interaction sociale, est vraiment un point fort, un enjeu vraiment important au niveau de la réussite en FAD. L'autonomie, vous aurez compris que même si vous êtes en présence ou à distance, vous accueillez des apprenants. Ce sont des apprenants qui ont une autonomie variable dépendamment de leur bagage académique et de ce qu'ils apportent dans leur sac à dos.
La difficulté à maintenir l'attention, c'est de plus en plus présent, qu'on soit à distance ou en présence, et c'est, je dirais, intimement lié à toute l'omniprésence technologique. Alors, ces apprenants-là, ils arrivent en centre ou à distance, ils n'arrivent pas avec rien. Ils arrivent avec un bagage, comme je disais tout à l'heure, de connaissances, ils arrivent avec un bagage de compétences, ils arrivent avec un bagage de croyances, malheureusement, le plus souvent de fausses croyances. Ils arrivent avec, j'aurais pu changer le mot croyance par étiquette, ils arrivent avec des étiquettes qu'ils transportent sur leur dos depuis plusieurs années. Donc, certains, ça démarre au primaire. Alors, ces fameuses étiquettes sont aussi un bloquant pour l'apprentissage, donc on va voir aussi. Et il ne faut pas mettre de côté la charge cognitive. Comme on est dans, et c'est la même chose pour nous les adultes, on est dans une ère omniprésence technologique, on est dans des stimulus variés, ça n'arrête pas, on est bombardé d'informations 24 heures sur 24. Ça devient donc quelque chose d'important au niveau de la pensée, de sa mémoire à court terme, parce qu'il y a trop d'informations qui rentrent dans notre tête. Donc, à distance, il faut tenir compte aussi de cette charge cognitive qui est vraiment un élément à ne pas oublier. Alors, vous voyez sur cette diapo, euh, oui, il y a une question. C'est pas une question, je voulais juste en profiter pour accueillir Francis parce qu'il s'est ajouté au groupe. Fait que je voulais juste dire un petit coucou à Francis. On est à groupe réduit aujourd'hui, mais on te souhaite la bienvenue au webinaire. Je m'excuse Ah, de ben t'interrompre. non, pas du Je tout. te Alors, laisse la suite. bienvenue, Francis. On vient d'amorcer la présentation. Alors, vous voyez à droite, c'est petit, mais vous avez deux écriteaux, des panneaux de direction. Alors, le premier, même moi, je suis obligée de mettre mes lunettes. Le premier, on voit que c'est écrit état d'esprit fixe et l'autre, état d'esprit dynamique. Alors, la grande différence entre ces deux panneaux de direction, c'est qu'il y en a un qui prend conscience que les capacités de nos apprenants, nos propres capacités, sont en changement, sont en évolution. Alors, quand on est dans un état d'esprit fixe, pardon, ben, nos capacités sont immuables, ils ne bougent pas. Alors, quand on arrive dans la deuxième, on comprend que toute la capacité, tout le pouvoir de la connaissance de l'apprenant va permettre à l'apprenant de justement augmenter ses capacités et d'être en mesure de travailler de façon plus efficace. Alors, vous allez voir tout à l'heure avec Wendy qu'on a une ressource à la SOFAD qui s'appelle l'indispensable pour réussir ses études. Et dans ce cours, c'est un cours auto-formatif. Dans ce cours auto-formatif, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis de l'avant, de montrer à l'apprenant d'abord qu'il a des compétences, qu'il n'arrive pas avec rien, qu'il a des habiletés et qu'il peut les développer. Donc, l'idée aussi, c'est de, si on apprend, c'est satisfaisant. Si je fais une activité qui est satisfaisante, oui, j'aurai une ouverture à être davantage motivée et persévérer. Il y a quatre personnages et on voit les étiquettes qui pourraient être les fausses croyances. Quelqu'un, par exemple, le premier, c'est écrit, je suis faible en maths. Donc, je traîne cette fausse croyance que j'ai pas la base des maths depuis le primaire. J'ai fait le secondaire, je suis toujours en échec. Là, j'ai pris le parcours d'éducation aux adultes. C'est difficile pour moi, la mathématique. C'est devenu une source de stress et d'angoisse. Donc, c'est pas vrai que ces fameuses étiquettes-là vont permettre à l'apprenant de s'asseoir puis de trouver un sens à ses études. Donc, il faut, comme enseignant, évidemment, comme formateur, essayer de les défaire, ces fameuses étiquettes. Comment on peut défaire ces étiquettes? Puis les apprenants arrivent avec toutes sortes de problématiques et de fausses croyances. En leur montrant, en leur donnant un support, encore une fois, j'insiste beaucoup sur le côté humain, et en leur donnant aussi un support de structure et de découpage de tâches en petites bouchées de tâches. Alors ça, c'est important. Alors ce fameux apprenant qui est faible en maths, il est dans le profil qu'on appelle, c'est des profils que vous accueillez probablement au collégial aussi. Alors lui, c'est le profil autonome. Qu'est-ce que ça veut dire, le profil autonome? Ça veut dire que ça fait plusieurs années qu'il s'organise lui-même. Il est assez fonctionnel. C'est pas il est pas, c'est peut-être pas le numéro un de l'autonomie, mais ça va bien. Donc, il s'organise, il est fonctionnel, il fait ce qu'il a à faire.
La problématique lorsqu'il arrive en FAD, en formation à distance, c'est que malheureusement, comme formateur, on va l'oublier. On risque de l'oublier. Pourquoi? Parce que cet apprenant-là, pardon, ne pose pas de questions. S'il n'a pas compris la tâche à réaliser ou la consigne que vous lui avez donnée comme enseignant, il ne va pas vous communiquer avec vous pour demander de l'expliquer. Donc, il va se taire. Alors, ça va amener évidemment certaines problématiques au niveau de son cours. Le deuxième, c'est l'apprenant isolé. Le mot le dit, c'est un apprenant, même s'il était dans un groupe classe, il serait aussi un apprenant isolé. Il se sent toujours seul, il se retire des autres. Peut-être fait-il de l'anxiété puis il ne veut pas évoluer au sein d'un groupe, mais même en FAD, cet apprenant isolé va avoir des problématiques avoir de grands défis, beaucoup d'insécurité, et on est presque convaincu que cet apprenant, malheureusement, en se retirant puis en s'isolant constamment, va faire en sorte qu'il va prendre l'abandon, la voie de l'abandon presque automatiquement. Le troisième est l'apprenant désorganisé. Ça aussi, le titre le dit très bien. C'est un apprenant qui ne comprend pas les échéanciers, qui ne suit pas les échéanciers, qui est toujours en retard dans ses travaux à remettre. Il est tellement en retard dans ses travaux à remettre que là, il est en surcharge mentale négative. Ça va pas bien, il y a trop de retard. Alors, quand il arrive en FAD, il va vivre la même difficulté. Alors, si l'enseignant lui dit, aujourd'hui, on va faire de telle page à telle page et vous devez me remettre votre travail dans 2 semaines, il va laisser traîner les choses et à un moment donné, il va paniquer, il va comprendre que c'est le temps de le faire et là, il est en surcharge. Il risque malheureusement lui aussi d'abandonner. Le dernier est le profil techno-compétent. Alors, le techno-compétent, c'est quelqu'un qui, oui, manie très bien son cellulaire. C'est quelqu'un qui veut apprendre par lui-même. Donc, il a fait des tests, il est allé voir des plateformes, euh, il aime ça, il découvre un certain plaisir à tous les outils numériques. Il ne semble pas avoir de difficulté avec les outils numériques. Ce qui va arriver quand il va arriver en FAD, en formation à distance, et que l'enseignant ou le formateur aura une structure de cours bien définie, dans une plateforme bien définie, ce type d'apprenant va faire en sorte qu'il va probablement vous contredire souvent, va vouloir prendre beaucoup de place, va être très déçu si la plateforme est très simpliste pour lui, si la structure du cours n'est pas intéressante. Donc, c'est quelqu'un qui va constamment, je cherche le mot, mais peut-être pas provoquer l'enseignant, mais il va être beaucoup en réaction. Alors, ça, ce sont les profils de ces apprenants. 2 questions fondamentales. Qu'est-ce qui motive l'apprenant à s'investir dans sa réussite scolaire? C'est une très bonne question. Et comment on peut maintenir la motivation de cet apprenant dans un contexte d'isolement et d'écran? Comme je disais tout à l'heure, c'est important que vous, comme formateur ou enseignant, vous preniez le temps de savoir à qui vous avez affaire, qui est l'apprenant qui arrive dans votre classe. Et pour l'apprenant, c'est aussi important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir qu'il y a des capacités, des compétences, des habiletés. Et ça, encore une fois, je me répète, mais vous allez voir avec Wendy en explorant la structure du cours, que ce cours est aligné avec le programme super intéressant d'études Engagement vers sa réussite. Donc, on a bien compris que l'apprenant qui arrive, qui est en détresse, qui fait de l'anxiété, qui est TDAH ou hyperactif ou qui n'a pas appris à s'organiser dans son travail, on lui donne des pistes pour qu'il puisse éventuellement travailler en ayant un petit succès. Donc, si je n'ai jamais de compétences positives dans le travail que je fais, c'est sûr que je m'en vais prendre la voie de l'évitement ou de l'abandon. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire là-dessus? Non, pas vraiment. La motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. Alors, je vous disais au départ qu'on est parti beaucoup de la pratique de notre cours auto-formatif, l'indispensable pour réussir ses études, mais on est aussi parti, pas uniquement de nos connaissances à nous deux, Wendy et moi, mais
on est parti aussi d'accompagnement de recherche. Donc, on a vraiment pris le temps de lire des recherches en pédagogie, des recherches en psychologie, pour vraiment expliquer ces deux types de motivation. En fait, il y a une troisième motivation. C'est un cas excessivement, on n'en voit pas, mais on est bien heureux de ne pas voir ce troisième cas de motivation. C'est ce qu'on appelle L'' amotivation, l'absence totale de motivation. On le voit, c'est un cas de psychiatrie. Alors, on n'a pas ça. J'imagine que vous n'avez pas ça au collégial non plus, quelqu'un qui n'a aucun sens. Il n'y a aucune motivation. Souvent des personnes qui sont très médicamentées ou qui touchent aux drogues. Alors, on n'a pas ce. Alors, on n'est pas allé là. Ces deux chercheurs qui ont travaillé la théorie de l'autodétermination sont des professeurs, je me souviens plus, je pense que c'est une université anglaise, pas américaine. Alors, il s'agit de Edward Deci et Richard Ryan. Alors, ils sont tous les deux psychologues et travaillent aussi en sciences sociales. Alors, eux, ils ont quand même regardé et évalué plusieurs apprenants, étudiants universitaires. Je ne sais pas s'ils sont allés vers le collégial, mais ils sont allés vers leur université et ils ont posé mille et une questions et finalement, ils ont déduit qu'il y a une motivation intrinsèque qui est liée au plaisir. Donc, si je fais quelque chose par plaisir, ben, ça va être satisfaisant. Donc, c'est la motivation intrinsèque. Il y a aussi l'autre motivation extrinsèque qui est, elle aussi, je fais quelque chose, mais pour avoir une récompense. Donc, je peux avoir une récompense tangible. Moi, je fais de la compétition en ski de fond, j'aime ça, mais dans mon versus extrinsèque, j'aimerais bien gagner une médaille. Alors, c'est une récompense, soit de l'argent, soit une médaille. Et dans le cas de intrinsèque, je fais quelque chose par plaisir et par satisfaction. Ben, c'est vraiment de l'intérieur. Donc, j'ai du plaisir à tricoter. Ça me fait du bien. Je suis satisfaite. J'ai réussi à faire un foulard. Donc, je suis dans une motivation intrinsèque. Alors, il explique que cette théorie est soutenue par le bien-être et la motivation optimale. Et elles dépendent de je cherche le mot, là, de trois besoins fondamentaux en pédagogie et surtout en psychologie, qui sont le sentiment de compétence. Si l'apprenant n'a jamais la chance ultime d'avoir un petit gain de compétence dans sa formation, c'est pas très agréable. Et l'autonomie, alors si je réussis à avoir un sentiment de compétence, je reviens à mon exemple, Bruno, qui a toujours étiqueté faible en maths, qui n'a pas la bosse des maths, on lui demande de faire une page d'algèbre et on lui dit, écoute, on va t'aider, on va faire une page, un numéro à la fois. Alors oui, il va peut-être avoir un gain, il va peut-être avoir le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Alors, le sentiment de compétence, c'est primordial. L'autonomie, ça se développe et on arrive à trouver un point d'autonomie pour chacun des apprenants avec leur profil qu'on a vu tout à l'heure. L'appartenance, j'ajouterais sociale, elle est excessivement importante parce que oui, derrière mon écran, il y a une personne, je suis seule. Mais le formateur ou les enseignants, peut-être le faites-vous au collégial avec vos étudiants à distance, qui décidez une fois ou deux par semaine de regrouper vos apprenants, qui sont tous et toutes à distance, et vous faites un petit 15 minutes par semaine ou un 30 minutes deux fois. Ça permet à l'apprenant, à Bruno, qui est convaincu qu'il est tout seul, il se rend compte que finalement, il y a Brigitte, il y a Wendy, il y a Nicole, il y a plein d'autres personnes autour de lui qui sont aussi seules devant leur ordi, mais ils ont un groupe, il fait partie du groupe du cours de maths de Madame Untel et ils sont neuf. Fait qu'ils découvrent qu'ils sont neuf. Alors, c'est super intéressant. Et je vais vous lire la dernière phrase aussi qui est vraiment, c'est très clair. La motivation intrinsèque, qui est associée au plaisir, est liée au système de récompense du cerveau. Le cerveau aime beaucoup les récompenses. Steve Masson le répète tellement souvent. Alors, c'est sûr que si je fais quelque chose de satisfaisant,
Mon cerveau il libère la dopamine communément appelée l'hormone du bonheur. Donc, je fais une activité, puis oui, j'éprouve du plaisir, je suis satisfaite, je peux laisser mon travail de côté, et le lendemain, j'aurai le goût de revenir faire mon travail, poursuivre mon travail. Donc, c'est excessivement important de faire la nuance et la différence entre la motivation intrinsèque et versus celle extrinsèque. Alors, l'exemple de Bruno, je suis encore très associée mathématique. Alors, Bruno, avec ses équations algébriques, si on lui donne, par exemple, si le formateur ou l'enseignant lui aurait donné 4 pages d'équations algébriques, en sachant très bien que cet élève n'arrête pas de dire chaque fois qu'il ouvre une page de maths, Madame, monsieur, j'ai pas la bosse des maths. Ça s'apprend, j'ai pas la bosse des maths, je suis faible en maths, je suis pas bon en maths. Bon, alors là, on lui donne une tâche qui est costaud, 4 pages d'équations algébriques. C'est trop difficile pour Bruno. Et ce qui va arriver, c'est que Bruno va le faire de peine et de misère, son fameux 4 pages, s'il réussit à se rendre à la deuxième, et il va avoir souvenir de tous les échecs qu'il a vécus depuis le troisième cycle du primaire, qui a traîné au secondaire, qui a décroché du système des jeunes, qui est revenu via les adultes. Ça va lui apporter une grande dose de stress, d'anxiété et d'angoisse. Et vous voyez, c'est écrit, le cerveau, à ce moment-là, ne déclenche pas de récompense. Le cerveau aime les récompenses, puis aime des récompenses directes, rapides. Alors, vous voyez que dans la petite bulle, c'est écrit coût versus bénéfice. Alors ici, on n'est pas en finance, on l'a vraiment associé à tout l'investissement que je fais dans une tâche, dans une activité. Si je mets beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie dans mon activité, comme le fameux 4 pages d'équation algébrique, les bénéfices que je vais recevoir vont pas être très solides, seront pas gros. Les bénéfices seront pas gros. Alors, c'est important le coût versus les bénéfices. Le cerveau a compris ça. Le cerveau, il va dire, on ne le fait pas, il y a trop d'investissement pour ce que ça nous donne. Alors, les résultats, vous aurez compris que Bruno, il va faire moins d'efforts. Bruno, il ne sera pas toujours attentif, va peut-être sauter quelques cours. Il va être complètement désengagé. Ça va l'amener dans cette fameuse spirale où là, il va vivre encore plus de difficultés qu'au préalable. Alors, c'est comme important le découpage de tâches. Alors, d'où l'importance de connaître l'apprenant pour pouvoir lui donner au fur et à mesure ce qu'il a besoin. Alors, la motivation intrinsèque versus extrinsèque, quand on comprend la nuance, ça nous aide à travailler notre propre motivation. La motivation extrinsèque, ce sont des bénéfices externes. C'est sûr que ça déclenche un effort ponctuel de l'apprenant. Je donne un exemple. Si moi, je décide d'écrire un article en pédagogie, moi, je trouve beau mon article, je trouve qu'il est bien structuré et je l'envoie à toute l'équipe de la SOFAN, à mes collègues, on est une soixantaine. Je suis un peu dans la motivation extrinsèque parce que j'espère qu'il y a quelqu'un qui va faire un pouce en l'air ou j'espère que quelqu'un va me dire, ah, wow, quelle belle plume. Alors, je recherche une récompense qui est intangible. Je recherche une petite reconnaissance de mes pairs et je recherche peut-être même des éloges. Alors, je pense qu'on est aussi dans ces deux types de motivation, dépendamment des situations. Alors ici, la consigne est claire, la tâche est atteignable, on lui remet une seule page d'équation algébrique. Il risque de passer au travers de sa page avec beaucoup moins de stress parce c'est clair, il y a une page à réaliser. On a mis quelques exemples. Par exemple, pour expliquer la motivation extrinsèque. Je fais des exercices, c'est pas toujours agréable, mais je les fais parce que j'ai hâte de terminer mon cours de maths de secondaire 5. Je veux avoir une bonne note, c'est ça ma récompense. Et ma deuxième récompense, c'est de pouvoir m'inscrire au cégep, au collégial. Ça prend mon diplôme d'études secondaires. Je participe en classe pour des points bonus. Bon, parfois, il y a des types d'activités où on peut avoir des points en bonus. J'étudie des formules pour passer le test, bon, évidemment. Je lis parce que l'enseignant le demande. Je suis en secondaire 5, moi c'est Julie. Julie, il faut qu'elle refasse tous les 4 cycles de secondaire 5 via le secteur des adultes parce que c'est ça que ça lui prend pour aller au cégep, elle aussi. Mais Julie, elle adore lire.
mais elle n'aime pas la poésie. Alors là, elle est dans un cours qu'elle a échoué. Qui est la poésie? Alors, elle doit faire ce que l'enseignant lui demande. Tu dois faire ton cours de poésie. Ça lui demande beaucoup plus d'énergie, mais tout au long, elle pense à la récompense d'avoir elle aussi son diplôme d'études secondaires. Alors, on peut comprendre ici que comparativement à la motivation intrinsèque, qu'on fait quelque chose par plaisir, par satisfaction, celle-ci est toujours à court terme, toujours à recommencer, c'est ponctuel. Ce ne sera pas une motivation qui est durable. Alors, on va toujours recommencer. Alors voilà, c'est comme important de faire la nuance. Motivation versus réussite, réussite versus motivation. Alors, si je suis motivée puis que je suis engagée, c'est certain que je vais aller prendre la voie de la réussite. Mais je reviens à mon Bruno qui dit toujours qu'il n'a pas la bosse des maths, mais qui a vraiment réussi sa page d'équation algébrique. Il l'a fait, il a eu 84%. Là, il est dans la réussite. Alors, Bruno est dans la réussite. Il revient vers la motivation. Alors là, ça le motive aussi à dire, OK, demain, je vais être capable d'entreprendre la deuxième page d'équation algébrique. Alors, dans les deux cas, il y a un duo important qu'on ne doit pas, quand on parle de motivation et d'engagement, on l'a écrit ici en bas, c'est que l'engagement, il doit avoir la cohésion des deux, l'engagement émotif plus l'engagement cognitif. Alors, quand je suis dans un engagement émotif, je fais quelque chose par intérêt, par plaisir, ça stimule mon engagement cognitif, même si j'ai à faire des efforts intellectuels, même si j'ai à trouver des stratégies, c'est vraiment aidant. Alors, oui, on voit le garçon qui enlève les deux premières lettres de impossible. Oui, c'est possible quand on découpe les tâches en petites tâches et qu'on a une motivation et une réussite. Une petite réussite à chaque fois. Et encore une fois, on donne cet exemple, hein, mais vous allez le voir de façon concrète avec Wendy dans le cours L'indispensable pour réussir ses études. Je termine ma partie avec cette dernière pas capture d'écran, mais diapo. Ce sont les trois piliers de réussite en FAD, qu'on soit universitaire, collégial, secteur des jeunes, formation générale aux adultes. Alors, vous rappelez de ça? J'ai vraiment une fixation sur les mathématiques aujourd'hui. Je reviens aux mathématiques. Alors, on avait vu ça au primaire, le diagramme de Venn, ces fameux trois cercles qui se chevauchent, qui s'entrecroisent. Alors, on aurait utilisé ce diagramme. D'abord, l'estime de soi. Vous allez le voir avec on aime bien ce cours auto-formatif de la SOFAD, que l'apprenant va apprendre à bonifier son estime de soi et avoir confiance pour pouvoir faire un pas en avant. Et en faisant ce pas, il va avoir une motivation à continuer à faire autre chose parce qu'il va avoir un objectif très personnel puisqu'on lui a montré qui tu es et quelles sont tes forces. Et par la suite, il y aura un travail à faire et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à s'organiser. On le voit, je ne sais pas comment sont vos étudiants au collégial, mais il y a énormément de difficultés en méthodologie de travail. On ne sait pas quoi prioriser, on ne sait pas par où commencer. La gestion de temps nous fait paniquer parfois, parfois elle est aidante. Alors, l'organisation, ça s'apprend. Alors, les trois piliers combinés ensemble, le point d'intersection, ce sera la réussite scolaire, sans aucun doute. Alors, je cède la parole à ma collègue Wendy, qui va avec vous explorer ce fameux contenu du cours auto-formatif et elle va être en mesure de vous montrer comment l'indispensable pour réussir ses études soutient ces trois piliers. Merci Wendy, à toi. Merci à toi, Sylvie. Moi, je ferme mon cellulaire. Ça fait 2 fois que ça sonne. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, merci, Sylvie, de nous avoir présenté ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je vais vous présenter l'indispensable pour réussir ses études, qui repose vraiment sur ces trois piliers que Sylvie vient de vous présenter pour soutenir un apprenant dans son retour aux études, pour que ça soit structuré et motivant. Donc, vous voyez que l'auto-formation ici, elle dure 20 heures. Bon, oups. Pardon. Elle dure 20 heures et elle est conçue sous forme de module interactif. Donc, dans chaque module, vous allez voir que l'apprenant, il suit des personnages qui vont partager leur propre vécu. Et c'est à travers ces témoignages qui servent vraiment de point de départ que l'apprenant va comprendre sa propre réalité, ses questionnements, ses motivations. Donc, par exemple, Bruno, que Sylvie a présenté tout au long de la formation, ben, c'est ce genre de personnage-là qu'on veut que l'apprenant comprenne qu'il n'est pas seul et il va retrouver certaines caractéristiques à travers les 4 personnages. Je vais vous les présenter tout à l'heure.
Alors, la formation est divisée ici en 4 modules. Donc, dans le premier module, vous allez trouver, il va découvrir son profil de personne apprenante. Dans le deuxième module, il va établir ses objectifs. Troisième module, c'est de définir des stratégies de réussite. Et le quatrième, il va se préparer au milieu scolaire. Aussi, il faut savoir que l'indispensable va vraiment favoriser le développement de compétences qui sont vraiment essentielles, comme le disait tantôt Sylvie, donc l'autonomie, la communication, la pensée critique et la créativité. On va retrouver aussi un cahier de réflexion numérique, donc vraiment pour consigner ses idées, écrire ses prises de conscience et ses objectifs. Et aussi, on va trouver deux composantes supplémentaires qui sont la boîte à outils et le glossaire qui vont venir vraiment enrichir l'expérience d'apprentissage. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, là, je vous le présente, mais après ça, on va aller directement dans la ressource pour que vous puissiez vraiment voir comment qu'elle a été structurée. Alors, rapidement, je vais passer à travers chacun des modules. Donc, dans le premier module, l'apprenant apprend à mieux se connaître. Donc, on vient travailler 2 leviers principalement que Sylvie a présenté tout à l'heure, qui sont la motivation et l'estime de soi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les 24 forces de caractère de Martin Seligman, qui est un psychologue et fondateur de la psychologie positive. C'est vraiment intéressant. Nous, on le survole dans la ressource, mais on a mis beaucoup de ressources complémentaires pour l'apprenant pour qu'il puisse venir voir c'est quoi les 24 forces de caractère, lesquelles ressortent le plus chez lui. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend aussi à mieux connaître les personnes autour de nous. Donc, c'est pas juste nos propres forces de caractère. C'est sûr que c'est celle-là qu'on va travailler dans la ressource, mais c'est vraiment intéressant à lire parce que on dirait toutes les personnes de notre entourage, on finit par les identifier quand on les lit à plusieurs reprises, les 24 forces de caractère. Alors, il y a des vidéos, il y a des ressources complémentaires, il y a des hyperliens aussi qui sont ajoutés si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez approfondir en classe ou tout simplement que l'apprenant veut aller voir. Et comme je vous expliquais tantôt, vous voyez ici les 4 personnages, Laura, Marc. Oh, j'ai mis 2 fois les mêmes. Bon, c'est pas grave. Je ne me rappelle plus du nom des autres, mais on va aller voir là. Mais vous en avez 4. Et dans le fond, c'est des petites cartes pivotantes. Quand vous cliquez dessus, on apprend à connaître un petit peu plus chaque apprenant. Et avant qu'il commence son introspection, il apprend à d'abord les autres personnages. Donc, c'est engageant et c'est moins de pression aussi sur lui de commencer directement à expliquer et à trouver ses propres forces de caractère. Ensuite, dans le deuxième module, on va demander à l'apprenant de se fixer des objectifs qui sont clairs et réalistes et on va le guider parce que c'est pas facile de se fixer des objectifs. Donc, on le guide, on veut qu'il identifie le pourquoi d'un retour aux études, comprendre les différents types de motivation que Sylvie vous a expliqué tout à l'heure, élaborer des objectifs efficaces pour guider l'apprenant dans sa réussite et aussi pour faire les bons choix. Donc, c'est important, hein. Souvent, on a beaucoup de choses à gérer, c'est d'établir les priorités, de savoir par quoi on commence. Donc, il va apprendre dans ce module-là à faire les différents éléments que je vous ai nommés et il le fait encore à travers les 4 personnages. Donc, les 4 personnages, ils reviennent à chaque fois et l'apprenant s'identifie à ces 4 personnages-là qui ont vraiment des profils très différents les uns des autres. Dans le module 3, donc définir ses stratégies de réussite, c'est vraiment là qu'il va comprendre les facteurs favorables de son milieu de vie et aussi les facteurs d'influence. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que ça varie d'un individu à l'autre. Et il va apprendre aussi à reconnaître et à mobiliser les ressources extérieures pour lui permettre de réussir et d'adopter des stratégies d'apprentissage qui sont efficaces. Donc, il le fait encore à l'aide des 4 personnages. Et dans le dernier module, on va le préparer au milieu scolaire. Donc, c'est là qu'il va apprendre à s'organiser efficacement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matière dans ce niveau-là parce qu'on veut qu'il comprenne aussi le fonctionnement du cerveau. Sylvie l'a dit tout à l'heure, on veut placer l'apprenant dans un état d'esprit qui est dynamique. On veut qu'il croie en ses capacités. On veut qu'il comprenne la neuroplasticité
et toutes les possibilités qu'il a. S'il a envie d'atteindre cet objectif-là, s'il a envie de faire cette formation-là, il est capable. Peu importe toutes les étiquettes qu'on lui a collées sur le dos depuis le début de sa maternelle, parce que souvent ça commence là pour des élèves qui ont des difficultés scolaires. Donc, on veut vraiment qu'il comprenne comment ça fonctionne dans son cerveau. On lui donne encore des trucs pour s'organiser. On lui parle de la stratégie de prise de notes qui est vraiment importante, d'autant plus en formation à distance où on utilise beaucoup le numérique. Des fois, on ne sait pas comment prendre des notes. Et la prise de notes, elle est variée et elle dépend d'un individu à l'autre. Il y en a qui vont faire des dessins, il y en a qui vont faire des cartes mentales, il y en a qui vont surligner, il y en a qui vont faire des petites notes. Alors, dans la stratégie de prise de notes, on va vraiment parler de ces éléments-là. Aussi, on lui parle des messages au jeu. Alors ça fait très psychologie, mais c'est tellement important parce que ça va lui permettre justement de revenir à ses forces de caractère. On veut qu'il soit centré sur lui. On ne veut pas qu'il dise, oui, mais on m'a toujours dit que non, toi, parle au jeu. Donc, c'est vraiment intéressant comme concept. On va voir les évaluations et évidemment le plagiat. Donc, on finit avec ces deux petits éléments-là. Donc là, je vais aller rapidement sur le portail pour vous montrer à quoi ressemble la ressource. Alors, je vais quitter le mode présentation comme ça. Parfait. Donc, il faut savoir que quand vous achetez la ressource pour l'apprenant, il reçoit une clé d'accès. Il y a juste à la rentrer sur le portail Sofan et c'est une plateforme Moodle et il va rentrer dans son cours que vous voyez ici. Alors, vous voyez, l'objectif, là, c'est vraiment d'avoir un contenu qui est épuré, qui est dynamique et qui va motiver l'apprenant dans son parcours d'apprentissage. Ici, vous avez le cours, vous avez le glossaire, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, et vous avez la boîte à outils. Alors, je vais vraiment vous montrer la boîte à outils avant de commencer parce qu'il y a énormément de contenu supplémentaire. Donc, c'est sûr, tantôt, je vous parlais d'un 20 heures de formation, mais on pourrait aller plus loin parce qu'il y a énormément de ressources supplémentaires que vous voyez ici euh, dans le module 2, dans le module 3. Donc, on voulait vraiment enrichir le parcours et on voulait aussi permettre à l'enseignant, s'il veut approfondir avec l'élève, d'avoir toutes les ressources en lien avec le contenu qui se trouve dans le cours. Donc, pour revenir au cours, j'ai juste à cliquer ici sur le cours et je reviens directement où j'étais rendue. Donc, vous voyez ici, vous avez les 4 modules que vous voyez, que je vous ai présentés. Alors, je vais aller avec le premier parce que je veux vraiment vous montrer comment on commence la structure. Donc, j'ai juste à cliquer ici. J'ai aussi la possibilité d'utiliser la table des matières. Donc, vous voyez ici, je retrouve tout. Donc, la navigation est vraiment très facile. Vous avez aussi un petit fil d'Ariane ici qui se retrouve en haut pour savoir on est rendu où. Donc, ça aide à l'organisation de l'élève, justement. Avant de commencer un module, on dit toujours c'est quoi les intentions pédagogiques, quels sont les objectifs de ce module-là. Si voulu, l'objectif est d'engager l'apprenant dès le début. Et une fois qu'il a lu, il a juste à cliquer sur suivant. Donc, c'est un parcours qui se fait étape par étape. Donc, ici, on lui demande pourquoi retourner aux études. Ça peut être pour différentes raisons. Donc, vous voyez qu'avant de lui demander de commencer à faire le travail sur lui-même, on lui donne quand même du contenu, là. On l'accompagne. Après ça, on va le comparer au personnage. Le comparer, non, j'aime pas dire ça. On va lui donner des exemples de personnages auxquels il pourra s'identifier à certaines forces de chacun des personnages. Alors, vous voyez ici, on lui dit avant d'aller plus loin, prends le temps de déposer ton vécu scolaire. On lui parle du cahier de réflexion. Donc, il y a un cahier de réflexion qui se trouve dans la boîte à outils. Alors, je l'ai téléchargé pour sauver un petit peu de temps, pour vous le montrer. Donc, le cahier de réflexion, c'est un cahier où on peut vraiment venir écrire directement ici. Donc, c'est intéressant. L'élève peut le partager avec vous ou non. Ça, c'est vraiment vous qui décidez comment vous l'accompagnez là-dedans. Et ensuite, on clique sur suivant. Donc ici, on va venir voir chacun des personnages. Donc Laura, Marc, c'est ça que je vous dis, c'est ça que j'ai mis en double tout à l'heure. Il y a Sophie et il y a Jason. Quand je clique sur l'image, vous voyez que c'est interactif. Donc on appelle ça des lectures animées.
c'est que le contenu s'affiche seulement quand l'apprenant fait une action. Il passe sa souris, il clique. On ne veut pas être dans la passivité où il fait juste écouter des vidéos et il ne doit rien faire d'autre parce qu'on perd l'apprenant de cette façon-là. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir des petites lectures qui sont animées comme ça. Donc, je ne vous lirai pas la description de chacun d'eux. Après ça, vous avez les petites questions. Donc, souvent, dans cette auto-formation-là, vous allez avoir du contenu, des expériences partagées et ensuite, on vous pose la question. Donc, nomme une raison courante pour laquelle les gens retournent aux études. Alors, pour rejoindre un club sportif, pour orienter leur carrière, pour voyager plus souvent. Alors, je vais mettre ici et je vais mettre valider. Donc, après ça, ça me dit si j'ai la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Des fois, c'est des réponses qui sont très personnelles, donc il y a quand même une réponse qui s'affiche en dessous et on donne une rétroaction immédiate pour donner un exemple de réponse ou guider l'apprenant à voir s'il a bien répondu à la question. Une fois qu'il a fait ces petits exercices, maintenant, on va venir lui parler des forces de caractère. Alors, vous voyez ici, il y a une petite vidéo qui s'affiche. Donc, je ne la ferai pas jouer, mais ça lui explique les forces de caractère. Donc, on varie le contenu avec des textes, des cartes pivotantes, des vidéos. On veut vraiment être dans la pédagogie active. Alors, dans cette vidéo-là, il va venir voir les 24 forces de caractère et on peut guider l'élève à aller voir aussi dans la boîte à outils pour les ressources supplémentaires si jamais il veut aller un petit peu plus loin. On revient aux 4 personnages. On lui demande d'essayer d'identifier les forces de caractère de chacun des personnages et eux aussi, à travers un texte, ils l'expliquent. Donc, vous voyez, courage, humanisme, sagesse, transcendance, ce sont des exemples de forces de caractère. Et ici, on doit venir faire un petit exercice pour identifier là, je le fais au hasard, là, je ne les connais pas par cœur. Et après ça, on va venir faire valider. Donc là, j'ai 2 erreurs. Donc, on continue de cette façon-là. Donc, ça donne une rétroaction immédiate et ils apprennent à développer leur connaissance à ce sujet en faisant des exercices. Ici, on a des petits vrais ou faux. Et ensuite, on continue. Donc maintenant, on va venir voir un petit peu plus les forces de caractère en détail d'une différente façon. Donc, vous voyez ici, je dois venir cliquer sur les petites flèches pour avoir plus de contenu. Et on apprend encore en faisant des exercices. Donc, on ne veut pas donner les réponses, on ne veut pas qu'ils soient dans la passivité à lire des textes. Donc, c'est vraiment une auto-formation où l'élève vient travailler pour apprendre à mieux se connaître et pour enlever toutes les étiquettes qui lui ont été collées depuis le début. On veut faire ressortir ses forces de caractère, on veut qu'il ait confiance en lui, qu'il développe sa motivation dans l'objectif de réussir. Et il y a très peu de formations qui amènent l'apprenant à, à, à faire cette introspection-là qui est tellement, tellement importante pour s'engager dans ses études. Donc, voilà, ça vous donne un petit aperçu. Je vais aller voir si je peux peut-être vous montrer. Je vais continuer ici. Là, il va venir identifier ses forces de caractère. Et on continue avec d'autres questions, avec les personnages. Donc, vous voyez vraiment le principe de la ressource. Sylvie et moi, on va vous donner, si vous le souhaitez, un accès gratuit pour explorer cette ressource-là, en parler peut-être, si ce n'est pas vous qui êtes responsable, mais en parler autour de vous, aux enseignants qui accompagnent ces élèves-là. Donc, il n'y a pas de problème, vous pourrez l'écrire dans le clavardage tout à l'heure, nous donner votre adresse courriel et on vous enverra un courriel pour avoir accès. Donc, je retourne à la présentation pour que Sylvie vous fasse la petite conclusion et ensuite, on va passer à la période des questions. Alors, j'y reviens. Voilà, Sylvie, je te laisse la parole. Alors, la conclusion va être très, très logique et dans le sens de tout ce qu'on a dit ce midi. On a trouvé une phrase qu'on trouvait vraiment très basique, mais avec un énorme potentiel. Malheureusement, c'est une source anonyme. Toute réussite commence par la décision d'essayer.
Bon, alors c'est vraiment ça. Alors en conclusion, ce que vous avez exploré avec, on est consciente que c'est rapide, mais comme disait Wendy, vous aurez la possibilité de le faire à tête reposée, d'aller voir un peu. Et il y a énormément de capsules vidéo aussi, alors vous allez être en mesure de tout voir. C'est une approche centrée sur le bien-être, c'est la base, et c'est encore une fois aligné avec le magnifique programme d'études Engagement vers sa réussite. Vous avez vu quelques outils, Wendy en a présenté quelques-uns. Alors, l'idée de l'indispensable, c'est que ce soit des outils qui sont transférables pour un retour, pour assurer un retour au moins réussi et éviter les abandons éventuels. Des activités interactives, il y en a énormément. Il y a ce fameux carnet, je ne sais pas comment on l'appelle, un cahier de réflexion. Oui, c'est le cahier de réflexion. Alors, il est imprimé, tu sais, il est numérique et imprimé, hein, je ne m'en souviens pas. Non, il est juste numérique. Alors, l'apprenant, c'est ça qui est bien, c'est comme un journal. Ça lui permet d'écrire, je sais pas, ses angoisses, ses bons coups, ses mauvais coups, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Alors, c'est vraiment un cahier euh, qui va l'aider vraiment à s'accepter puis à évoluer aussi. Euh, on a décidé d'écrire cette phrase parce que, effectivement, Wendy, on le pense, la réussite en FAD n'est pas une question de plateforme et de contenu. On en parle tellement en FAD. On est toujours en train de dire, ah oui, ça prend une plateforme intuitive, ça prend un beau contenu, c'est génial. Mais c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus une relation, une interaction, une structure, et Wendy le dit tout à l'heure, de trouver un sens à ses études. Alors voilà, j'ai terminé mon blabla. Je vous laisse, si vous avez des questions, on apprécierait, je vous laisse période de questions. Merci à vous, hein, de votre écoute et de votre attention. Bon, on a dû être clair, Sylvie. Oui, Bon. c'est ça. Est-ce qu'on a des On a, questions, on a, on a rétroactions été bien peut-être? timé. On a fini 10 minutes avant Questions? la fin pour vraiment garder cette période-là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas non plus énormément de participants. Et c'est pas une ressource non plus qui est très compliquée. Donc, c'est vraiment de guider l'apprenant dans un processus d'introspection. On n'est pas du tout dans l'enseignement de notions, de savoir. Mhm. C'est plus un accompagnement, un guide, en fait, pour aider l'apprenant. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez écrire dans le clavardage votre adresse courriel. Et dans le fond, ça va juste. La seule chose, c'est que ça va être important de vous créer un compte sur le portail Sofan pour que nous, on puisse vous déposer la ressource comme c'est numérique. Et, mais ça se fait c'est vraiment pas long, là, en 2 minutes, c'est fait. Peut-être même que vous en avez déjà un. Et une fois que c'est fait, mais vous pouvez nous, on vous déposera le contenu. Donc, mettez juste votre adresse courriel et Sylvie et moi, on va vous écrire, là. On vous enverra le tutoriel pour que vous puissiez vous inscrire. Oui. Et les Parfait. diapositives aussi, si je ne me trompe pas, seront disponibles sur le site de la REFAD, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, parfait. Alors, je vous remercie beaucoup. Vraiment, là, c'est un outil euh, intuitif. Moi, je commence un cours à distance au mois de mai à l'université, puis je pense que je vais certainement le mettre à bas. Je pense que c'est une question d'avoir une posture d'apprenant, Mhm. puis comprendre Oui. c'est quoi sa posture. Alors, je trouve ça super intéressant. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de cet atelier, Sylvie et Wendy. Je veux vous dire donc, il y a un lien pour de la rétroaction, je pense. Élodie, est-ce que tu as mis le lien dans le clavardage? Je vais le mettre, ouais. OK. Et sinon, je vais Euh, envoyer un petit courriel aussi OK, avec parfait. toutes Puis les sinon, on envoie infos. un petit courriel et vous pourrez répondre. Il y a aussi un atelier qui aura lieu pour les organisations membres dont vous faites partie. L'atelier le 27. Et là, excusez-moi parce que ce n'était pas dans mes affaires. Oups. Oups. Oui, 27? oui, 27, vendredi. Oui. Un Atelier atelier de... pour les membres. Oui. Et là, j'avais la description, puis là, je l'ai perdu. J'ai perdu mon lien.
Un instant, ici, voici. Alors, l'atelier qui sera offert, découvrez quelques outils d'IA pour la rédaction et la recherche. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Élodie à info@refad.ca. Elle pourra vous envoyer le lien de cet atelier. C'est un atelier vraiment spécifiquement pour les membres. Et pour la saison 26-27, je sais qu'on n'est pas plusieurs autour de la table, mais sachez que la période de mise en proposition, d'appel de proposition pour les webinaires de l'an prochain, à chaque année, à partir du mois de septembre, on commence à offrir des rencontres comme ça. Alors, si ça vous intéresse, vous avez quelque chose à partager, une pratique, un document, une ressource comme ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez suivre le lien. Il est sur le site web du REFAD pour faire une proposition de webinaire et on pourra vous répondre à ce moment-là. Oui, Martine? Est-ce qu'il faut être membre pour pouvoir déposer une proposition de formation? Non. Non, pour proposer un webinaire, on peut ne pas être membre. Alors, c'est pour ça que des fois, on a des gens qui viennent du milieu universitaire ou éducatif ou de la recherche qui sont de l'extérieur du Canada, par exemple. Donc, non. Pour ce qu'on offre au membership spécifiquement, c'est ce qu'on va appeler dans la prochaine année des classes de maîtres. Et là, ça, c'est spécifique aux membres, mais sinon, on peut proposer des ateliers. Ça va? Alors, je vous invite encore une fois, allez fureter. Ah oui, Manon? Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris la présentation de la SOFAD, ça va être disponible sur votre portail, si j'ai bien compris. Je vais vous mettre le lien. D'accord, merci. Parfait. En fait, je vais vous envoyer un courriel où il y aura tout. OK, c'est bon. Merci, Elodie. OK, alors sur ce, allez voir peut-être le nouvel espace virtuel qu'on a lancé cette semaine, qui est disponible seulement depuis une semaine. Si vous essayez de renouveler votre membership, soit institutionnel ou sachez que si votre établissement ou votre organisation est déjà membre, vous pouvez l'indiquer et donc venir vous inscrire comme membre pour avoir accès, mais vous n'aurez pas payé. Si par contre votre établissement n'est pas membre et que vous ne croyez pas qu'on va être intéressé ou que vous ne faites pas partie présentement d'un établissement ou d'une organisation membre, vous pouvez quand même vous inscrire à titre de membre individuel, puis c'est un frais plus que raisonnable, je crois. Mais vous pouvez aller fureter, mais ça devrait déjà être en marche. Si vous utilisez votre courriel assurez-vous d'utiliser, si vous êtes membre d'une organisation membre, utilisez le courriel qui est associé à votre établissement parce qu'Élodie doit faire la vérification en lien avec ces courriels-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis si ça vous tente, on se voit vendredi. Et bonne journée, merci Au d'avoir été plaisir. là. Merci Wendy, merci Merci à Sylvie. vous. Merci, c'est un plaisir. Merci. À bientôt.